Il faut peut-être que je vous dise tout de suite pour commencer que je ne suis pas philosophe, je ne suis pas historien, je suis physicien théoricien et éventuellement, si vous acceptez de me considérer comme un épistémologue expérimentateur, ça me conviendrait tout à fait. C'est-à-dire que j'ai essayé dans mon travail de physicien théoricien de mettre à l'épreuve un certain nombre d'idées et de concepts, de voir comment ils tenaient face à des idées plus générales, philosophiques, épistémologiques. Alors, le cadre dans lequel se place ce que je vais vous dire, c'est une notion qui a été avancée un peu en pointillé par Bachelard, mais qui a été explicitée ensuite en particulier par les jeunes philosophes althussériens, par Althusser lui-même d'ailleurs, mais surtout ses jeunes élèves, gens comme Lecourt, Balibar et puis Regnault surtout, c'est la notion de refonte épistémologique, qui est évidemment une notion typique d'une conception historique de l'épistémologie. Alors, ce que Bachelard avait, ce sur quoi il a insisté, qui est maintenant de notoriété tout à fait générale, c'est l'idée de rupture épistémologique. Il y a des moments dans l'histoire de la science où il y a des sauts qualitatifs qui renouvellent complètement le champ conceptuel. Et c'est pour ça que, effectivement, dans cette tradition-là, le livre de Kuhn peut sembler comme n'apportant pas grand-chose de véritablement nouveau, c'est en tout cas mon avis personnel. Mais ce que Bachelard avait entrevu et qui a été développé par les auteurs dont je viens de parler, c'est qu'une fois que vous avez fait la révolution, vous n'avez encore rien fait. Et il en va des révolutions scientifiques un peu comme des révolutions historiques. Et vous pouvez faire la révolution en 1789 pendant quelques années, et puis vous avez le retour de l'Empire, la Restauration, la Seconde République. Il va falloir attendre pratiquement un siècle pour que vous ayez une forme stabilisée de la démocratie républicaine, qui n'a évidemment pas accompli tous les objectifs, tous les rêves de la Révolution de 89, mais en fait qui a mis en pratique un certain nombre au moins des idées de liberté, égalité et de fraternité. Et alors, ce que l'idée de refonte épistémologique amène à considérer, c'est qu'il en va de même pour les révolutions scientifiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une rupture, où effectivement vous cassez avec l'ancien système de pensée, eh bien, les moments immédiatement, ou d'ailleurs assez longtemps après, ne sont pas encore des moments où cette révolution est maîtrisée, assimilée, contrôlée, et où il faut un temps non négligeable de refonte, précisément. C'est ce que le mot que je emploierais pour fidélité à ces textes-là, mais peut-être pourrait-on en trouver un autre plus adapté, pendant lesquels ces idées, ces concepts et les mots qui les traduisent sont remis en cause, remplacés, ajustés conformément aux pratiques qui se développent dans ce nouveau contexte scientifique. Alors, c'est dans ce cadre-là que je voudrais vous montrer sur au moins deux cas particuliers, ce qui est au fond peut-être un peu paradoxal, c'est-à-dire une situation relativement archaïque d'un des pans les plus modernes de la physique, à savoir la physique quantique, qui est, à mon avis, dans une situation de grand retard à la refonte, pour dire les choses ainsi. J'essayerai d'expliquer ou de proposer des hypothèses pour expliquer pourquoi par la suite. Alors, la théorie quantique, j'ai dit moderne, oui, bon, d'accord, mais elle a quand même plus d'un siècle. Est-ce qu'on peut encore appeler ça la physique moderne? Après tout, la physique classique, elle a culminé avec l'œuvre non pas de Newton, mais un peu plus tardive, de gens comme Lagrange, Laplace, etc. Et à la fin du 19e siècle,
on n'appelait pas ça la mécanique moderne, c'était la mécanique. Eh bien, la théorie quantique, elle est avec nous depuis maintenant plus d'un siècle. Son démarrage, c'est vraiment le tout début du XXe siècle. Sa maturation, c'est, disons, la première et seconde décennie du XXe siècle. Et dans les années 1920, ben oui, un siècle, elle prend sa forme, non pas définitive, parce que rien n'est jamais définitif, mais une forme relativement stabilisée qui va se modifier désormais de façon plus continue et plus progressive que ça n'a été le cas dans ces 2 premières décennies de véritables bouleversements intellectuels. Or, ce qui est très intéressant, c'est de constater que dans la plupart… oui, alors j'ajoute un mot, non seulement elle n'est pas véritablement moderne, mais elle n'est pour l'instant en aucune manière invalidée. C'est assez extraordinaire même, et c'est surprenant à certains égards, de voir à quel point, au bout d'un siècle, sa validité théorique reste totalement absolue. C'est d'autant plus intéressant que cette théorie est née essentiellement pour expliquer le comportement des atomes et des molécules, c'est-à-dire à une échelle qui est celle de quelques nanomètres, de la fraction de nanomètres, 10 mètres, disons, mais que la physique nucléaire à 10-15 mètres, c'est-à-dire 100 000 fois plus petit en tant qu'échelle, n'a révélé aucune contradiction avec les principes théoriques de la mécanique quantique telle qu'elle s'était développée pour la physique atomique, et on peut gagner encore 3 ordres de grandeur, descendre vers 10-18 mètres avec la physique des particules fondamentales aujourd'hui, et ça marche toujours. Alors, on sait plus ou moins bien la faire marcher. La physique des particules aujourd'hui se heurte à des problèmes pratique de calcul et d'ailleurs d'expérience, mais jamais on n'a constaté jusqu'à présent de contradiction, de conflit entre les idées de la théorie et des observations ou des expériences. Au contraire même, toute une série d'expériences menées dans les dernières décennies pour pousser la théorie jusqu'au bout dans ce qu'elle pouvait avoir de contre-intuitif, d'apparemment paradoxal, ont confirmé que, bien oui, ça marchait toujours. Donc, à l'heure actuelle, c'est un corps de doctrine tout à fait stable, admis, et qui est mis en pratique absolument tous les jours par des centaines, des milliers, dizaines de milliers, je dirais, de physiciens, qu'ils s'occupent de physique des particules, de physique nucléaire, de physique atomique, de physique moléculaire, de physique de l'état condensé, et même d'astrophysique. C'est-à-dire que là encore, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, la physique quantique n'est pas une physique du microcosme. C'est une physique pour l'instant universelle qui peut régir des phénomènes à très grande échelle. Des astres comme les naines blanches, par exemple, mettent en œuvre à une échelle astronomique au sens propre les principes de base de la théorie quantique. Bon, alors, ce qui est quand même tout à fait étonnant quand on veut bien y réfléchir, c'est de voir que cette maturation et cette efficacité sur plus d'un siècle ne s'est accompagnée que d'un très faible renouvellement du point de vue de la conceptualisation fondamentale et de la terminologie qui va avec. De fait, vous pouvez prendre la plupart des livres de vulgarisation ou des articles de vulgarisation contemporains, et même la plupart des manuels d'enseignement au niveau licence, maîtrise et même master, et vous y trouverez des mots, des termes qui datent des années 20, des termes comme, alors je donne les 2 premiers sur lesquels je vais revenir, la dualité onde-corpuscule, le principe d'incertitude de Heisenberg et bien d'autres, la complémentarité, la perturbation des systèmes observés par l'acte d'observation, etc., etc. Or, d'abord, quand vous rentrez dans un laboratoire de physiciens qui travaillent, ils écrivent au tableau des équations de la physique quantique,
ils parlent en même temps, parce que les physiciens, ça parle, contrairement à ce qu'on croit, ça ne fait pas qu'écrire des équations. Eh bien, dans leur discours, ces mots-là, vous ne les entendez pas. Les physiciens, dans leur pratique, n'utilisent jamais ou quasiment jamais la notion d'incertitude, la dualité entre corpuscules, etc., qui sont des mots réservés, je dirais, à la vulgate, mais à une vulgate qui n'est même pas perçue comme telle. C'est-à-dire que le physicien qui écrit un article de vulgarisation, il va automatiquement utiliser ce genre de vocabulaire sans même se dire « Ah, mais oui, les profanes, ils ont besoin d'expressions plus familières, etc. Donc, je vais employer un langage qui n'est pas forcément celui que j'emploie tous les jours au laboratoire. » Ce qui serait, je crois, quelque peu cynique et pervers, mais au moins explicite. Tel n'est pas le cas. Et donc, cette persistance de cette terminologie et des idées qui sont derrière, d'ailleurs des concepts, m'amène à parler pour ces idées de concepts zombies, c'est-à-dire que ce sont des concepts morts-vivants, qui sont vivants parce qu'on les entend, ils se parlent, ils flottent dans le discours social général, pas du tout seulement celui de la physique, j'y reviendrai, mais du point de vue de leur fécondité et de leur pertinence théorique, ils sont bel et bien morts. Alors, c'est quand même un problème de voir qu'une des théories les plus récentes de la physique est à certains égards, celui dont je viens de parler, archaïque, c'est-à-dire qu'elle n'a pas connu sa refonte. Je pourrais faire la comparaison, pour donner un contre-exemple, à ce qui s'est passé dans le troisième tiers du XXe siècle, après la mise en œuvre par Maxwell de la notion de champ électromagnétique en l'occurrence, qui avait eu des prédécesseurs avec Faraday, etc. Mais c'est Maxwell qui véritablement développe la théorie du champ électromagnétique en explicitant cette notion de champ qu'il fait au départ d'une façon qui, quand un physicien contemporain lit les premiers articles de Maxwell, il se gratte la tête. C'est-à-dire Maxwell travaille encore au début dans un éther rempli d'espèces de petits engrenages bizarres qui tournicotent. Et c'est à partir de cet échafaudage très concret, très mécanique, qu'il va développer ces équations, un formalisme mathématique un peu sophistiqué, ce sont des équations de dérivées partielles. Et puis, on va voir, en l'espace d'environ 20 à 30 ans, Maxwell lui-même et puis ses épigones, les grands physiciens de l'époque, des gens comme Hertz et d'autres, se débarrasser de cette imagerie et de quelques termes qu'il emploie et mettre en œuvre une conceptualisation beaucoup plus intrinsèque avec des mots qui sont beaucoup plus appropriés. Autrement dit, vous voyez le phénomène de refonte épistémologique à l'œuvre et en l'espace d'un petit nombre de décennies, transformer complètement ce qui avait été le résultat immédiat et apparent de la révolution scientifique. Je dis révolution parce que je n'hésite pas à penser que l'œuvre de Maxwell est peut-être la véritable révolution scientifique de la physique moderne parce qu'elle précède de peu et permet, engendre la possibilité de la théorie de la relativité et celle de la théorie quantique. Elle est fondatrice dans ces deux cas, donc je crois plus profonde et à certains égards plus radicalement révolutionnaire. Alors, je voudrais, sur deux exemples, à quelle heure j'ai commencé? Bon, d'accord. J'ai 3/4 d'heure, c'est ça? Une demi-heure. Bon, donc ça ira. Alors, sur deux exemples, je voudrais expliquer brièvement pourquoi il me semble que ces concepts sont des concepts zombies. Je prends d'abord la dualité onde-corpuscule. Vous avez tous entendu parler ou lu, j'imagine, de ce terme. L'idée est la suivante. Historiquement, quand vous étudiez la lumière, Maxwell semble trancher une vieille querelle qui est: est-ce que la lumière est constituée de petits corpuscules ou est-ce que c'est une onde comme l'a mis à jour le milieu du 19e
avec des gens comme Young, Fresnel, etc. Et Maxwell donne une théorie électromagnétique, une théorie ondulatoire extrêmement cohérente, développée. On dit, bon, OK, la lumière, c'est une onde, et d'ailleurs, c'est un cas particulier d'un phénomène beaucoup plus général, les ondes électromagnétiques, radio, télévision, même si ça n'existait pas à l'époque. Et puis, voici que, à peine aboutit cette révolution, je le redis, surgissent des phénomènes un peu bizarres comme l'effet photoélectrique, par exemple, ou ce phénomène dont la dénomination mériterait à elle seule un long commentaire, le rayonnement du corps noir. Intéressant quand même. Le rayonnement du corps noir, c'est-à-dire tout simplement, en fait, la lumière qui est émise par un corps qui donc n'est pas noir, qui est un corps que vous chauffez au rouge, le fer chez un forgeron ou la céramique dans un four de céramiste. Et ces phénomènes sont inexplicables par une pure théorie ondulatoire. D'où l'apparition d'abord chez Planck en 1900 et puis développement, entre autres, par Einstein en 1905, d'une conception corpusculaire. La lumière, c'est aussi des corpuscules. Alors, c'est ce aussi qui va poser problème. Je signale au passage que le mot photon n'apparaît qu'assez tardivement, 1921. Pas de photons chez Planck ni chez Einstein, il y a des corpuscules, des quanta de lumière. Alors, comment concilier le fait que la lumière est très bien décrite par une onde pour certains phénomènes et que cette ondulatorité explique parfaitement toute une série d'expériences, mais que pour d'autres, il faut recourir à une image corpusculaire discrète, donc discontinue. Les gens pataugent avec ça et vont invoquer une idée comme ça, ou un terme, qui est la dualité onde-corpuscule. Les objets de la théorie quantique obéiraient à une dualité onde-corpuscule qui est formulée de façon assez bizarre et souvent presque logiquement contradictoire. C'est à la fois une onde et un corpuscule. Non, ça ne peut pas être à la fois une onde et un corpuscule. Alors, on s'en tire un peu mieux si on dit comme certains, c'est ou bien une onde ou bien un corpuscule. Ou bien demande des précisions. Pourquoi dans certains cas c'est l'un, dans certains cas c'est l'autre. Or, du point de vue contemporain, une fois le développement de la théorie quantique pleinement acquis, la bonne réponse, c'est que un photon n'est ni une onde, ni un corpuscule, mais que dans certains cas, il peut ressembler à l'un et dans certains autres cas, il peut ressembler à l'autre, mais que dans la majorité des cas qui sont ceux des expériences actuelles, ni l'un, ni l'une, ni l'autre de ces apparences partielles ne parvient à épuiser le phénomène. Donc, on est dans le ni-ni plutôt que dans le ou dans le et. Et donc, ce ni-ni, à lui seul, disqualifie cette idée de dualité euh, tout, en, tout en admettant qu'on peut l'expliquer historiquement. On comprend bien pourquoi, quand on arrive dans cette physique-là, en connaissant bien le concept d'onde, bien le concept de particules, on va utiliser ces concepts autant que faire se peut pour essayer de comprendre ce qu'il y a de nouveau jusqu'au moment où ce passeport qui permet d'entrer du domaine classique dans le domaine quantique, jusqu'au moment où vous êtes trop loin dans le domaine quantique, votre passeport n'est plus valable. Alors, je peux faire une analogie, c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. D'abord une qui est un peu banale, mais qui est tout simplement celle-ci. Si je vous montre cet objet-là, tel que vous le voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un rectangle. Tout le monde voit un rectangle là. Si je vous montre comme ça, vous voyez un cercle. Donc, sous certains aspects, ouais, vous voyez un cercle. Sous un autre aspect, vous voyez un rectangle. Mais dans le cas général, vous ne voyez ni l'un ni l'autre. Alors, est-ce qu'on va dire qu'un cylindre est caractérisé par sa dualité cercle-rectangle? En tirant fort sur la corde, oui, vous pouvez arriver à le dire, mais ça ne vous permettra nullement de comprendre les propriétés tridimensionnelles de l'objet.
Autre métaphore, imaginez que vous faites partie des malheureux que Sa Majesté le roi d'Angleterre expédie en Australie à la fin du XVIIIe siècle. Je dis les malheureux parce que pour peupler l'Australie, on envoie tous les malfrats et les prostituées qu'on peut récolter dans les rues de Londres. Donc, ces gens-là arrivent en Australie, d'un pays totalement inconnu, qu'ils découvrent avec une flore bizarre, une faune encore plus bizarre. Alors, je ne fais pas allusion ici à ces bestioles qui sautent sur leurs pattes de derrière, mais à une bestiole plus petite et plus fugitive que l'on voit dans les petits cours d'eau. C'est une bestiole très étrange parce que quand vous la voyez de face, elle ressemble absolument à un canard. Elle a des pattes palmées et un bec corné. Et puis, comme elle est très timide, fait demi-tour immédiatement et vous vous rendez compte qu'elle a quatre pattes, une fourrure, une petite queue et qu'elle ressemble beaucoup plus à quelque chose comme une taupe. Et de fait, les premiers colons anglais la dénomment par un mot qui existe encore dans l'anglais courant, duck mole, la taupe canard, le canard taupe, duck mole. La duck mole, c'est onde corpuscule, c'est pareil. C'est-à-dire que l'ornithorynque, vous l'avez reconnu au passage, n'est ni un canard, ni une taupe, loin de là, même si sous deux angles très particuliers, vu juste de devant ou juste de derrière, ils ressemblent à l'un ou à l'autre. Donc d'un point de vue purement descriptif et très parcellaire, ok, vous pouvez adopter cette terminologie, mais elle ne rend absolument pas compte de la réalité de l'objet dans toute son ampleur. Eh bien, les quantons, donc, c'est la même chose, c'est-à-dire ce ne sont ni des ondes ni des corpuscules. Je viens de prononcer un mot, le mot quanton, qui n'est pas encore complètement répandu, mais qui commence, il ne serait que temps, après un siècle, à se propager et qui est effectivement un néologisme qui permet de rendre compte d'un objet spécifique de la théorie quantique et qui permet d'unifier toutes les catégories particulières, les électrons, les photons, les protons, les neutrons, les mésons, etc., parce qu'ils appartiennent effectivement à un genre qui leur est commun. Comme dit Richard Feynman, un des grands physiciens du 19e, il dit les objets quantiques sont tous dingues, mais au moins ils sont tous dingues de la même façon. Donc, vous avez là, avec cette notion de dualité onde-corpuscule, typiquement ce que j'ai envie d'appeler un concept zombie. Un deuxième est fourni par le fameux, très fameux principe d'incertitude de Heisenberg, qui circule abondamment dans toute une série de discours. Alors, quelques minutes brèves de philologie, parce que l'origine est assez intéressante. Dans son premier article, celui de 1927, où Heisenberg introduit l'idée, alors l'idée, vous la connaissez, il faut quand même que je la rappelle, c'est l'idée suivant laquelle, quand vous avez un objet quantique, un quanton, vous ne pouvez pas donner une valeur précise simultanément à sa position et à sa vitesse. Dans la formulation la plus courante, on vous dira qu'on ne peut pas mesurer avec précision à la fois sa position et sa vitesse. J'y reviendrai. Dans son article, donc, en allemand, on écrivait encore dans les langues nationales à cette époque-là, Heisenberg utilise le mot Ungenauigkeit. Je parle sous le contrôle, je ne suis pas germaniste, sûrement parmi vous, il y en a qui le sont. Ungenauigkeit, qui correspond beaucoup plus à une notion d'indétermination, et qui est d'ailleurs un mot du vocabulaire hegelien, que d'une certaine façon, ce serait encore mieux de le traduire par indéterminitude. Mais bon, disons provisoirement indétermination. Mais dans ce même article, si c'est ce mot-là qu'il utilise de façon générale, il va utiliser un autre mot comme celui de Unsicherheit, qui est beaucoup plus précisément, correspond beaucoup plus précisément à incertitude. En allemand contemporain,
le mot qu'utilisait Heisenberg pour les relations d'incertitude, qui était Unbestimmtheitsrelationen, c'est Unschärferrelationen. Donc, vous voyez qu'il y a une ambiguïté terminologique. Et cette ambiguïté terminologique va vite être balayée par le passage de l'Atlantique et dans la terminologie américaine, je dis bien américaine, pas anglaise, ça va très vite devenir uncertainty, incertitude, qui va revenir, retraverser l'Atlantique dans l'autre sens. Et quand dans les années 30, les physiciens français, De Broglie et d'autres, parlent de relations, en général, c'est de relations d'indétermination. Mais ça va être complètement scotomisé et remplacé par relations d'incertitude sous l'influence de la domination américaine dans la science théorique. L'idée de principe, d'ailleurs, n'est à l'époque pas tellement utilisée. Elle va aussi revenir par l'autre côté de l'Atlantique. Les gens parlent de, oui, de relations, d'indétermination. C'est comme ça que De Broglie écrit en 1930. Et Langevin, en 1939, écrit « Heisenberg a pu, il y a 12 ans, exprimer ces relations sous la forme de ce qu'il a appelé les relations d'indétermination en employant une expression que je trouve quelque peu malheureuse en raison des abus d'interprétation auxquels elle a donné. » Parce qu'effectivement, déjà avec indétermination, mais alors bien plus encore avec incertitude, alors là, les abus de langage vont faire florès. Pas seulement dans l'exégèse philosophique ou idéologie toutes sortes à l'extérieur, mais déjà les physiciens. James Jeans, très grand astronome, en 1930, écrit « Heisenberg nous montre que la nature aborde par-dessus tout la précision et la certitude. » La nature aborde la précision et la certitude. L'image de l'univers offerte par la physique nouvelle laisse plus de place que ne le faisait la vieille image mécaniste à la vie et à la conscience. Extraordinaire quand même. Alors, je vous passe, il y a tout un florilège que je m'étais amusé à collecter, incroyable de citations venant de partout, aussi bien de la critique artistique que du commentaire théologique. Enfin, il y a de tout là-dedans. Je vous en livre juste deux. Le Monde, en 2000, dans un article, invoquait, alors je cite, « Le principe d'incertitude empêche de connaître simultanément la vitesse et la position du président de la République, Jacques Chirac, ou la politique quantique. » Et une dernière qui est burlesque et délibérément provocatrice, comme on ne s'en étonne pas de son auteur, qui est Salvador Dali, qui écrit « Et moi d'ailleurs, le paroxyste enragé de précisions impérialistes, rien au monde ne me paraît aussi doux, agréable, reposant et même gracieux que l'ironie transcendantale que suppose le principe d'incertitude de Heisenberg. » Alors, pourquoi c'est un concept zombie? Parce que d'abord, ce n'est pas un principe. Il y a des relations, mais qui n'ont pas un rôle principal dans la mesure où aujourd'hui, ces relations sont démontrées à partir de principes de base beaucoup plus profonds de la théorie quantique. Quelques principes vraiment fondamentaux qui vous permettent de démontrer ces fameuses relations de Heisenberg. Donc, ce n'est pas un principe. Et pourquoi ce n'est pas des incertitudes? Parce que quand vous dites incertitude, vous vous référez implicitement à l'idée que à une idée de méconnaissance. Si vous êtes incertain, c'est que vous ne savez pas bien ou pas vraiment ce dont il s'agit. Donc, si vous dites les relations d'incertitude de Heisenberg sont des relations qui lient les incertitudes sur la position et les incertitudes sur la vitesse, ça veut dire que vous ne pouvez pas savoir exactement combien vaut la position et combien vaut la vitesse. Mais ça suppose que vous restez au niveau de la mesure. Vous ne pouvez pas mesurer suffisamment précisément à la fois la précision et la vitesse.
Et ce principe a été, à un moment donné et assez longtemps, mis en cause par ceux qui trouvaient que la mécanique quantique était vraiment trop radicalement différente de l'intuition mécanique, disons, l'intuition classique, pour dire « Ah, mais c'est parce que on n'a pas d'appareil de mesure assez précis, un jour on arrivera à… » Or, ce que le mécanisme de la théorie quantique vous dit, c'est qu'il ne s'agit pas d'incertitudes qui seraient dues à des mesures imparfaites, mais il s'agit, alors on pourrait dire, d'indétermination au sens où, en théorie quantique, les grandeurs physiques comme position et vitesse ne sont pas, en règle générale et sauf cas exceptionnel, caractérisées par une valeur numérique unique. Elles ont un spectre, je dis bien, elles ont un spectre de valeurs numériques. Comme c'est déjà le cas pour certaines grandeurs en physique classique. Quand vous parlez d'un son, par exemple celui que je viens de donner là, on, eh bien, ce son n'est pas caractérisé par une fréquence unique. Ce n'est pas une note pure. Il a un spectre de fréquences que vous pouvez analyser. Il faut donc donner, pour le caractériser, toutes les valeurs qui constituent ce spectre avec leur amplitude respective. Eh bien, la théorie quantique généralise cette idée à toutes les grandeurs physiques et les relations de Heisenberg ne font que dire que pour certains couples de grandeurs, par exemple la position et la vitesse, les largeurs de spectre sont inversement corrélées. Si vous avez un quantum qui a une très petite largeur de spectre en position, c'est-à-dire qu'il est facile à localiser, vous savez à peu près à quel endroit il est, alors sa vitesse est répartie sur un spectre extrêmement large. Et bien, malgré tout, comme je vous l'ai dit, on continue dans toute une série d'énoncés à parler de relations, de principes, d'incertitudes et à faire abus de ce terme dans des discours de toutes sortes. Alors pourquoi? C'est ça que je, pour terminer, je voudrais essayer d'expliquer pourquoi. Alors j'aurais pu prendre plein d'autres exemples. J'aurais pu emprunter aussi des termes liés à l'astronomie, à la cosmologie contemporaine, des mots comme trou noir, par exemple, ou bien Big Bang, ou supercorde. Enfin, la physique contemporaine est pleine de termes qui n'ont même pas l'excuse, en général, d'avoir été conçus pour des raisons historiques, comme je viens de le dire pour les deux exemples que j'ai pris. Eh bien, pour comprendre pourquoi, je crois qu'il faut raisonner, comprendre un peu l'évolution de la terminologie des sciences, en tout cas physiques. Je pense qu'une partie de ce que je dis est exportable sans trop de mal aux sciences de la vie. Je ne sais pas, par exemple, le mot code génétique est un mot très suspect et qui vaudrait vraiment la peine d'être regardé de plus près. Il y en a bien d'autres. Le mot cellule. Donc, si vous regardez l'histoire de la terminologie des physiciens, en gros, vous avez trois grandes étapes. Je prends la physique à partir du moment où elle devient la physique moderne, la nôtre, c'est-à-dire essentiellement début 17e, la révolution scientifique, Galilée, Descartes et d'autres. Eh bien, à ce moment-là, évidemment, vous vous intéressez à des phénomènes qui sont des phénomènes qui appartiennent aux pratiques courantes, en particulier aux pratiques artisanales de l'époque. Et donc, il n'est pas étonnant que les concepts que vous êtes en train de forger, comme chez Galilée le concept de vitesse instantanée, qui est un concept assez étrange, un vrai concept théorique, empruntent leur dénomination à la pratique courante, vitesse. Ou bien chez Newton, le mot force. Le mot force que Newton va prendre évidemment dans la langue vernaculaire et dont il va faire un concept beaucoup plus spécifique. Le mot force chez Newton a une acception beaucoup plus réduite, beaucoup plus restreinte, beaucoup plus limitée que le mot force dans la langue commune. Ça va être la même chose avec le mot travail, par exemple. Et donc,
toute cette terminologie-là est empruntée à la langue courante et puis va être spécifiée. Et on peut comprendre pourquoi ces gens-là sont en train de créer des concepts à partir d'une pratique qui est une pratique commune. Seconde étape, c'est ce qui se passe essentiellement au 19e, pas immédiat, mais assez tardivement, où la physique s'intéresse à des phénomènes qui sont des phénomènes qui ne relèvent plus de notre perception habituelle. Nos sens usuels ne nous permettent pas d'y accéder. C'est le cas, par exemple, des ondes électromagnétiques. Les ondes radio, nous sommes en permanence traversés par des ondes radio, télé, etc. Vous ouvrez une radio ici, elle marchera. Donc, c'est qu'il y a des ondes radio, mais vous ne les percevez pas. Et donc, cette difficulté, enfin impossibilité même à percevoir directement, de par nos sens, ces nouveaux phénomènes, ces nouveaux objets de la physique, va amener les physiciens à créer des néologismes qui vont emprunter essentiellement aux racines gréco-latines. Ils vont dire électromagnétisme. Bon, alors on peut évidemment revenir aux étymologies. Électro, c'est l'ambre, magnétisme, c'est des pierres spéciales en Turquie, etc. Mais ces étymologies sont devenues totalement obscures. Et un mot comme électromagnétisme n'a évidemment plus aucune signification autre que celle qu'il a dans le vocabulaire scientifique. Alors, on a reproché ça aux physiciens du 19e et aux médecins et à beaucoup d'autres. Mais vous parlez un langage totalement ésotérique, à coup de racines gréco-latines que personne ne comprend. Bon, c'est un reproche qui mérite qu'on y réfléchisse, mais au moins, ces vocables ont un avantage, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être compris de travers. Si je dis électromagnétisme, ça ne peut pas être compris de travers comme principe d'incertitude, etc. Puis vous avez une troisième étape qui commence à partir du début du XXe siècle, où il y a un retour à la langue courante. Alors on pourrait l'analyser au départ pour des raisons qui sont plus philosophiques que véritablement scientifiques, par exemple avec le mot relativité. C'est un mot extrêmement mal choisi, je n'ai pas du tout le temps de vous en parler ici, mais c'est vraiment une erreur terminologique. Et puis, un peu plus tard, je passe sur cette étape début 20e, et puis on arrive dans une situation qui est la situation contemporaine, disons depuis la première moitié du XXe siècle, où le recours à des termes courants, empruntés à la langue, va avoir une fonction qui va être une fonction essentiellement de communication, je n'hésiterai même pas à dire une fonction publicitaire pour la science contemporaine. Et c'est là que vous allez voir apparaître des mots comme Big Bang, supercorde et trou noir, etc., etc. Et donc, vous avez une répercussion de la transformation radicale de la nature sociale de l'activité scientifique qui a un impact sur sa terminologie, donc sur sa conceptualisation, et qui entraîne toute une série de limitations, d'obstacles, de difficultés. Alors, j'ajouterai peut-être deux éléments. Pardon ? Oui, oui, je conclus justement. Je conclus en donnant ces deux éléments de conclusion. C'est qu'outre l'explication générale par le contexte historique et social de la physique contemporaine, il y en a un autre qui en est tributaire d'ailleurs, c'est le fait que l'activité scientifique depuis pas tout à fait, enfin, un peu plus d'un demi-siècle, quand vous dites activité scientifique, on va en règle générale penser recherche. Mais l'activité scientifique, pour qu'elle soit digne de ce nom, ce n'est pas seulement la recherche, c'est pas seulement la production du savoir, c'est aussi le partage du savoir. Si vous ne partagez pas le savoir, vous ne pouvez pas en produire de nouveau. Et donc, pour moi en tout cas, il y a un lien absolument indissoluble entre recherche et diffusion du savoir, enseignement au premier chef, mais aussi toutes les autres formes de médiation. Or, si vous survalorisez la recherche
par rapport aux autres formes. Un grand scientifique, c'est un grand chercheur dans l'acception courante, c'est clair. Si vous survalorisez la recherche, vous sous-valorisez, vous sous-estimez l'activité de médiation, l'activité de transmission, qui est pourtant une des sources fondamentales de la refonte épistémologique dont j'ai parlé au début. C'est quand vous essayez de transmettre un savoir que vous vous rendez compte, et tous ceux d'entre nous ici qui sont enseignants, on a certainement fait l'expérience 1000 fois, c'est quand vous essayez de transmettre un savoir que vous apercevez qu'il y a un truc qui ne va pas dans la façon dont vous le dites. Vous voyez des éclairs d'incompréhension sur la tête des meilleurs étudiants, vous dites peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Et donc, cette activité de transmission me semble absolument capitale à revaloriser pour, si c'est encore possible, ce dont je ne suis pas sûr, permettre de reprendre cette refonte épistémologique qui, aujourd'hui, est tout à fait défaillante. Je vous remercie.